l'église du Val-de-Grâce à Paris. Autour de la coupole, 14 statues menacent de tomber. Des morceaux de pierre se détachent. Alors, il faut agir d'urgence. Emmanuel Le Gouvello dirige une véritable mission commando. Une opération spéciale pour sauver les statues dans des conditions extrêmes. La première des difficultés, sortir sur la corniche et faire face au vide. Oula. Ouh là là. Faites attention. Ouais, c'est bon. À 50 mètres du sol, Emmanuel et son équipe vont passer toute la journée sur un rebord large de quelques centimètres. Il va falloir s'habituer à travailler à cette hauteur, à être très vigilant, à regarder bien où on met les pieds, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles entre le chéneau, la petite corniche qui est devant, qui est très étroite. Donc, non, on se sent en sécurité vis-à-vis du matériel avec lequel on nous a équipés. Mais bon, chaque geste doit être mesuré, réfléchi. On n'est pas quand même très à l'aise. En tout cas, moi, je ne suis pas très à l'aise, je ne vous le cache pas. 151. Donc 151. À 40 ans, Emmanuel est une des rares femmes à conduire des chantiers de restauration. Face latérale sans la petite saillie de 2 ou 3 cm là. Ce matin, elle prépare l'enlèvement de toutes les statues. 5 cm de saillie là. 5 cm sur le côté gauche. Ouais, 5 cm sur le côté gauche. On a des graves fractures, beaucoup d'éléments fracturés. On peut voir l'aile ici qui est complètement fracturée. On a des phénomènes de déplaquage de pierre. Comme celui-ci, on a une fissure qui est là, donc c'est complètement ajouré. Le jour passe à travers, ça sonne creux. Il va falloir consolider ou déposer tous ces éléments. Pour éviter tout risque de casse pendant la descente, des cages de métal vont être construites pour protéger ces statues qui veillent sur Paris depuis plus de 300 ans. Cette église a été commandée par Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII, pour remercier le ciel de lui avoir donné un fils, le futur Louis XIV. Ce n'est qu'à la Révolution que sont fondés l'hôpital et l'école militaire. L'église est remarquable par son style baroque, typique du XVIIe siècle. Le baldaquin au-dessus de l'autel est directement inspiré de celui de Saint-Pierre de Rome. Trois semaines plus tard, les cages sont prêtes. C'est le jour du grand départ pour les statues malades. Oui, c'est bon. Nous, c'est bon. Nous, c'est bon. Vas-y, là. Les pieds de devant, tu vas les visser un petit peu, mais pas beaucoup. Emmanuel et Pierre Salanon, son chef de chantier, sont très attentifs. Les ailes, ça va derrière? Attention le bras. Le bras, c'est bon. C'est bon. Ça passe, là? Oui. Au moindre choc, les sculptures risquent de partir en morceaux. Nous, c'est bon. Là, on est en train d'enchasser les cages et ça passe pile poil au niveau de l'échafaudage de la statue. Donc, c'est au centimètre près pour la descendre sans toucher ni la structure d'échafaudage qui a été mise en place, ni la statue, avec ses saillies, les coudes. Voilà, donc c'est vraiment un réglage au centimètre près. Top. Mettez pas vos mains dessous. Hein. Non, c'est bon. C'est assez exceptionnel, on fait ça assez rarement. Celle-là, elle est bonne, là, tu vois. Et à chaque fois, c'est tout aussi... C'est bon. Tu peux y aller. C'est hallucinant. Magnifique. Premier endroit difficile. Waouh, ça y est, elle vole.
garder les choses anciennes en pierre, tout ce qui est décor, etc. C'est mon métier, c'est ça que j'aime. C'est mon métier, donc c'est la passion que j'ai pour la pierre, pour les vieux édifices et pour la sculpture, pour tout ce qui est ornemental. Mais même ça pourrait être, si ce n'était pas des sculptures, si c'était un élément d'architecture dans le bâtiment propre, je serais aussi attentionnée, aussi passionnée. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, par passion pour la pierre et pour l'architecture et les décors. Les 14 statues quittent le Val-de-Grâce sans encombre. Au revoir, mademoiselle. Emmanuelle a commencé dans le métier comme tailleur de pierre. Et depuis 20 ans, elle travaille sur les plus grands chantiers de restauration de la capitale. Des Invalides au Sacré-Cœur, en passant par le Louvre, elle est intervenue dans les lieux les plus emblématiques de notre patrimoine. Ce matin, elle s'attaque à un nouveau défi dans l'un des monuments les plus célèbres de l'histoire de France. Le siège de la présidence de la République. Aujourd'hui, je me rends à l'Élysée. C'est le premier jour du chantier, c'est une opération un peu particulière, un site particulier. Voilà, c'est le premier jour, ça démarre, donc on y va. Nous sommes à la fin de juillet. Le président vient à peine de partir pour les vacances et déjà des dizaines d'ouvriers et d'artisans envahissent le palais. Il se lance dans la plus grande campagne de restauration entreprise dans ce monument historique depuis 30 ans. Ils ont un mois pour redonner toute leur splendeur au salon et à la cour d'honneur. Une véritable prouesse, orchestrée par Michel Goutal, l'architecte en chef des monuments historiques. Et sa visite de chantier commence par la salle du Conseil des ministres. C'est les éléments de... Ça, oui, c'est les éléments en plomb doré qui habillaient les pilastres. Donc ici, on est dans le salon Murat. 1 heure après le Conseil des ministres, on nous a signifié que l'espace était disponible et donc on a commencé tout de suite. Alors, tout ça est largement préparé à l'avance. Donc les gens qui arrivent, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils ont leur poste, leur mission. Le salon Murat était la salle de bal de cet hôtel particulier bâti par le comte d'Évreux au XVIIIe siècle. Il a ensuite appartenu à Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV, puis a subi de nombreuses transformations. C'est Napoléon III qui lui donne sa structure actuelle en faisant construire la grande entrée ainsi qu'une nouvelle salle de réception. Dernière extension en date, la salle des fêtes construite sous la Troisième République. Un décor la fin du 19e siècle, dans un style un petit peu néo-Louis XIV, et puis dont toute l'iconographie est rattachée à la République. Alors vous avez trois plafonds peints qui imitent des coupoles percées, et vous avez une dominante bleue, une dominante blanche au milieu, une dominante rouge un peu plus loin, vous voyez. Vous avez toute une série de références. Évidemment, vous avez les RF, République française, que vous avez un peu partout. Voilà. Donc c'est un décor à la gloire de la République. À côté, le salon des ambassadeurs, situé juste sous le bureau du président de la République. Voilà vide. Voilà, ça y est, vous ne l'aviez pas vu comme ça. Ah ben non. Emmanuelle et son équipe doivent restaurer les décors du plafond. Dans le lustre. Oui, C'est l'une des plus belles pièces du palais, remarquable pour ses panneaux de bois sculptés par les maîtres d'art du XVIIIe siècle. ça, c'était une table de bois qui a été creusée dans la masse. C'est-à-dire que tout ça a été enlevé, si vous voulez, au rabot pour garder ses épaisseurs dans le cadre de la sculpture.
Hein, ça, ce ne sont pas des éléments rajoutés. Tout ça, c'est un seul morceau, alors fait en plusieurs planches, qui était très épaisse et puis qui était creusée complètement à l'intérieur, rabotée pour retrouver tout ça. Donc c'est un travail incroyable. Les boiseries ont traversé le temps sans trop de dommages, mais les plâtres dorés du plafond sont très abîmés. Emmanuel doit veiller à ce qu'ils retrouvent toute leur beauté. Parce que tout le but de cette restauration, de ces travaux qui commencent aujourd'hui, c'est de redonner à cette pièce toute sa présence. C'est un décor qu'il faut restaurer tout en le respectant. Il est là, il existe, il a été maintenu à travers les âges, il faut le garder. Donc le but va être de faire une restauration, de lui redonner toute sa force. C'est un décor exceptionnel. 2 semaines plus tard, le chantier bat son plein. Sur les façades de la cour d'honneur et dans les salons, des dizaines d'artisans d'art conjuguent leurs efforts pour mener à bien ce chantier d'exception. Les boiseries et les dorures sont l'objet des attentions les plus délicates. Les plafonds sont maintenant accessibles aux maîtres d'art. Oui, je sais que je ne suis pas dans la taille du plafond. T'es pas adapté. Vous avez vachement avancé, là. Ouais. Donc là, on a les 2 voussures qui sont bien avancées. Emmanuel et son équipe sont chargés de restaurer la voussure, cette jonction très ornementée entre les murs et le plafond. Le travail consiste à reboucher les fissures et reconstituer toutes les parties cassées. Bonjour. Donc on a ici un élément de décor qui est manquant, qui représente une feuille, avec une feuille qui s'enroule. Et il n'existe plus, on ne l'a pas déposé. C'est un élément de décor, d'ailleurs on voit, il avait été redoré, la casse avait été redorée. Donc il faut le restituer. Donc maintenant, il faut arriver à trouver dans l'ensemble du décor de la voussure son équivalent, de manière à avoir un modèle, faire un moule sur le modèle qui nous permettrait de faire un tirage pour reposer cet élément qui est manquant. Amélie Robe est restauratrice de décor. Elle commence par prendre l'empreinte d'une feuille dorée en bon état. C'est une pâte à modeler qui ne durcit pas. Et donc voilà, donc je l'applique bien partout, je l'appuie pour qu'elle aille, pour essayer d'avoir le maximum de détails. L'empreinte est maintenant prête. Amélie va pouvoir réaliser le moulage de la feuille. J'aurais des retouches forcément, mais j'ai le volume général. Donc là, j'ai préparé un petit plâtre pour le couler dans mon moule. J'applique d'abord une première couche de plâtre à l'intérieur. Il faut éviter d'avoir des bulles d'air. Et je remets une petite couche de plâtre tout autour pour mettre des bords assez solides. Voilà. Donc il y a pas mal de retouches à faire. Il faut enlever toutes ces parties là. Chaque partie manquante du décor est patiemment assemblée. Je suis vraiment trop... J'espère que ça va aller. Est-ce que ça tient? Ok. Donc là, je viens de faire mon raccord au plâtre pour que vraiment le décor file bien avec l'existant. Moi, ça me semble pas mal. Là. Ouais, c'est bien, je pense. C'est très plaisant de faire ce genre de petits détails qu'on ajuste. C'est vraiment du sur-mesure. C'est des gestes qui sont traditionnels, minutieux, sensibles. C'est très agréable de faire ce travail. Il y a une satisfaction quand on a restauré une pièce comme celle-ci à la fin, avec les différents corps de métier. On lui a redonné pour un long temps, j'espère, un temps long, toute sa splendeur, tout en gardant le décor d'origine.
Le chantier doit être livré fin août pour le Conseil des ministres de la rentrée. Nous y reviendrons avec Emmanuel. En attendant, un autre monument requiert son attention. À 2 pas de l'Élysée, la Concorde. Une des plus célèbres places de Paris. Elle donne tout son éclat à un illustre palace de la capitale, l'Hôtel de Crillon. Aujourd'hui, la façade du bâtiment est en pleine restauration. Voici Edmé. Elle est la gouvernante générale de l'établissement. Son défi, c'est de tout faire pour que les clients ne soient pas dérangés par les travaux derrière ce décor en trompe-l'œil. Comme vous pouvez le constater, nos clients, quand ils arrivent, tout a été reconstruit et fait en sorte que notre façade soit parfaite. Donc les clients entendent un petit bruit, hein, comme vous pouvez le constater, mais ne s'aperçoivent pas non plus qu'on ne voit pas les travaux en fin de compte. À l'intérieur, cet hôtel particulier bâti sous Louis XV n'a pas changé. Il doit son nom à la famille de Crillon qui l'occupait avant qu'il ne devienne un palace au début du XXe siècle. Pour rester ouvert pendant les travaux, l'hôtel a dû s'adapter au chantier. Et pour préserver la tranquillité de sa prestigieuse clientèle, l'établissement a été contraint de condamner certaines pièces. Donc, dans le couloir, là, vous avez donc des chambres qui ont été fermées. Donc, les clients ne peuvent pas entendre ni voir les ouvriers. Donc là, nous arrivons dans mon ancien bureau. Donc voilà, vous êtes au cœur des travaux. C'est ici donc que nous avons donc les travaux de la façade. Vous avez juste la façade Concorde qui est juste derrière ce mur, place de la Concorde. Quand cette place a été aménagée au XVIIIe siècle, l'architecte a conçu ses façades comme un décor nu, sans bâtiment à l'arrière. Pour monter ces murs, il a utilisé la technique de la pierre armée. Une méthode très moderne pour l'époque qui consistait à faire tenir la construction grâce à une armature métallique. Aujourd'hui, c'est cette armature qui est malade et qu'il faut traiter pour sauver la façade de l'hôtel. Car le fer rouillé risque de faire éclater la pierre et mettre en péril l'ensemble de l'édifice. Emmanuel et son équipe vont traiter le problème à la racine. Le fer, quand il se corrode, prend jusqu'à 7 fois son volume. D'où des éclatements et des fissurations dans la pierre, parce que ça contraint la pierre n'est pas élastique. Donc là, il n'y a pas de problème, on peut le traiter puisqu'on a vu sur ce morceau de fer. En revanche, toutes ces parties, après un repérage au scanner, on sait que le fer est ici, nous n'allons pas démonter les pierres. Donc on va creuser, on va percer jusqu'à la profondeur du fer, qui va nous permettre d'injecter ce produit, qui va venir traiter le métal pour qu'il n'y ait plus ce phénomène de dilatation. Traiter le métal à cœur. Une technique qui permet de restaurer les murs sans avoir à démonter tout le bâtiment. L'hôtel peut ainsi continuer d'accueillir ses clients pendant les travaux et perpétuer la tradition du savoir-vivre à la française. Dans le restaurant, la vue sur l'obélisque a été occultée pour quelques semaines. Mais bientôt, la grande salle va retrouver toute sa lumière. Car à l'extérieur, place de la Concorde, le chantier de la façade touche à sa fin. Vachement bien. En fait, on va pas griser l'autre. On va rester sur le clair là. C'est très bien, le noir est passé. Les sculptures du fronton ont été restaurées. Pour Emmanuel et Pierre, c'est l'heure des toutes dernières finitions. Essayez juste d'atténuer là, il y a une petite frange claire. Ils appliquent une patine sur les sculptures pour en souligner les reliefs. Magnifique. Le bout du nez, l'arcade. Et tout est question de détails. Voilà. Là, c'est bien, là, c'est très bien le visage du... On ne cherche pas à avoir une couleur uniforme. On cherche à reproduire les nuances de la pierre, qui passe du clair, du jaune, du rosé, etc.
de manière à ce qu'on n'ait pas d'aplat, mais qu'on ait les volumes qui ressortent avec des zones, les noirs plus marqués, des taches de couleur pour faire ressortir le volume de la sculpture. Vous les trouvez belles, ces sculptures? Oui, je les trouve belles. Elle s'est faite pour être vue d'en bas. Mais quand on est prêt et qu'on regarde la taille des mains, les détails, c'est une sculpture très nerveuse, avec des volumes très exagérés. Oui, je les trouve belles. Puis c'est un énorme volume pour le sculpteur à réaliser, à appréhender, à tracer, à tailler. C'est très nerveux, les drapés sont très nerveux. Non, c'est de la belle sculpture. Ouais. Pour l'heure, c'est la pause. Emmanuel et ses compagnons s'offrent le luxe d'un déjeuner au crayon. On a quand même beaucoup de chance dans le sens où on est toujours sur des sites où à un moment ou à un autre, on a des vues exceptionnelles, quoi. On profite un petit peu quand même. On profite. On est un peu privilégié. Petit moment de répit. C'est un boulot pas toujours simple, pas toujours facile, assez physique. Des contraintes de travailler dehors l'hiver qui sont pas forcément faciles à vivre. Et avec l'avantage d'avoir accès à ces lieux qui ne sont pas ouverts au public. Ça, c'est formidable. Nous sommes le 22 août et le président rentre dans quelques jours à l'Élysée. Tous les artisans qui ont participé aux travaux sont invités à découvrir la splendeur retrouvée des lieux. On passe par l'entrée d'honneur, oui. Faut pas que je me casse la figure sur les marches. Murat, tout réinstallé. Ça y est, l'Élysée retrouve sa salle de conseil et tout. Conseil des ministres dans 2 jours. C'est chouette de voir fini. Là, on a un petit peu le privilège de voir, je pense qu'on découvre avant le président la restauration de tout, quoi. C'est un peu émouvant, je trouve, de voir tous les gens qui ont travaillé réunis. Et juste à côté, les décors du Salon des ambassadeurs ont retrouvé toute leur délicatesse et leurs nuances. Bonjour, monsieur Vidal. Bonjour. C'est fini. Petit travail sur la gorge, là. On voit les personnages petits petits, flottants. On a retrouvé toute la force du décor. Hein. Non, c'est une reconquête. Ce qui est très beau, je trouve, c'est que la dorure est restée à un aspect ancien. Quoi. Oui, mais on ne retrouve pas quelque chose de très clinquant. À chaque fois qu'on touche à ce genre de salon, on a beaucoup de dorures. L'écueil est de ne pas retomber dans une dorure trop clinquante et qui va bien se marier avec les dorures anciennes. Et là, je suis épatée parce qu'on a un résultat magnifique. On retrouve toute la subtilité des dorures anciennes avec les tons de rouge qui ressortent sur les dorures à l'eau. Il n'est pas clinquant, il a retrouvé son lustre d'antan, on retrouve tout le modelé, toutes les lumières. Je suis vraiment, c'est formidable, je trouve. C'est un très beau boulot. Dans le jardin, c'est l'heure de la photo de famille pour les 150 artisans d'art qui ont réussi cet exploit en temps et en heure. Christian Frémont, le directeur de cabinet du président, rend hommage aux équipes. Ceux qui, comme moi, sont en admiration devant celles qui exercent un métier d'art qui s'est transmis depuis des siècles, de génération en génération. Parmi ceux qui exercent ce métier, il y a de nombreux jeunes. Je voudrais les féliciter d'avoir choisi ce métier, les remercier. Ils ont choisi un grand métier. Un très, très grand merci. Maintenant, si vous voulez bien, on va arroser tout ça.
Ça me touche énormément qu'on nous remercie de cette manière tous, toutes les équipes, toute cette énergie qu'il y a eu, cette synergie d'entreprise et de savoir-faire ensemble. Qu'il ait parlé des jeunes aussi, qu'en effet, c'est des métiers très anciens et qu'il y ait des jeunes qui le reprennent. Non, je trouve ça vraiment bien qu'on nous accueille comme ça le dernier jour du chantier et qu'on nous remercie comme ça. Alors, je m'y attendais pas du tout. Comme Emmanuel Le Gouvello, 30 000 maîtres d'art perpétuent leur savoir-faire en France. Un véritable patrimoine vivant qui nous emmène dans le Val-de-Loire, la région des châteaux. Des chefs-d'œuvre nés des mains d'artisans d'exception. À commencer par Chenonceau, une des réalisations les plus étonnantes de la Renaissance en France. Et sur les bords de Loire, Amboise, une ancienne forteresse médiévale transformée en résidence royale au XVIe siècle. Des chefs-d'œuvre parvenus jusqu'à nous grâce au travail de tous ceux qui restaurent et entretiennent notre patrimoine. Dans les faubourgs de Tours, l'un de ces artisans fait revivre un métier presque disparu. Dans son atelier, François-Xavier Richard crée des papiers peints à la main. Ce matin, il commence par peindre les fonds des papiers. Et l'important, c'est d'avoir le bon geste. Quand je couche des fonds, je me sens plutôt une sorte d'acrobate de la peinture. C'est quand même un geste sportif assez... Il y a un effort, quoi. Il faut faire un effort dans un geste fin, dosé. Il y a vraiment un travail du geste important. Dans son atelier, François-Xavier travaille avec Jérôme Desruty, un jeune peintre qui le seconde depuis 3 ans. Lorsqu'ils préparent les fonds, ils utilisent les mêmes techniques que les peintres du XVIIIe siècle. Et beaucoup d'outils sont les mêmes. Pour soulever le rouleau, on utilise ce qu'on appelle un ferlet. Ça, c'est un ferlet, ce qui va nous permettre ici de glisser, de loger la baguette pour pouvoir lever le rouleau. Voilà. Donc toute la gymnastique là-dedans, c'est d'avoir un bon équilibre de la baguette quand on vient la loger ici. Et on peut jouer comme ça en équilibre. Là, je suis juste sur la tranche de... C'est le poids du papier qui va m'équilibrer la baguette. Donc on les met en oblique, hein, Jérôme, parce que ça va pas passer Les fonds colorés sont maintenant prêts à être imprimés avec les motifs du papier. Secondé par 3 jeunes assistants, François-Xavier perpétue cet artisanat grâce à des outils qu'il a lui-même fabriqués. Geoffrey, attrape-moi deux clés de 8, s'il te plaît. Cela fait maintenant 10 ans qu'il a créé cet atelier. Des années d'efforts et de recherche pour redonner vie à un savoir-faire ancien, l'impression du papier peint à la planche. L'impression à la planche, c'est une impression qui se fait par un tampon, qu'on appelle donc planche, qu'on ancre ici sur le bac à eau. Donc là, vous avez, au bout de ce bras, il y a un support sur lequel est fixée notre planche.
Et donc cette planche, c'est une pièce qui est gravée en relief. Donc là, on voit bien le relief. Et on va venir appliquer la planche sur le papier et imprimer couleur après couleur, coup de planche après coup de planche. Grâce à cette méthode, François-Xavier imprime à la demande tous les papiers peints, des plus anciens aux plus récents. Aujourd'hui, il doit reproduire un papier pour un client qui restaure une maison familiale du début du XXe siècle. Nous avons à reconstituer ce papier peint parce qu'il a été trop abîmé ou qu'il a disparu, mais qu'il en a retrouvé un petit morceau dans un grenier ou des choses comme ça. Nous, on ne sait pas exactement forcément le cas. Mais il s'avère qu'on a un document ancien qui n'existe plus au mur et qu'on va devoir remettre comme s'il avait jamais quitté le mur et le remettre dans son état d'origine. C'est donc une restitution de décor. Avec la technique d'impression à la planche telle qu'on la pratique, on peut reconstituer ou créer n'importe quel type de papier peint. Par exemple, on a une grosse part d'activité évidemment en reconstitution et on va ici, vous voyez, on a différents types de papier. On va recevoir par exemple un élément comme celui-ci. On va pouvoir refaire ce papier peint, quel que soit son état. Ce sont des papiers qui sont de différentes époques. Ici, vous avez un papier qui est d'une époque Art Nouveau. Ici, vous avez un papier 18e. Et là, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 8 couleurs. Donc, on va créer 8 planches. Traditionnellement, les motifs à reproduire étaient gravés à la main, sur des planches en bois, puis imprimés sur le papier. Le secret de François-Xavier, c'est de graver à la machine des planches synthétiques grâce à un logiciel informatique. Une astuce qui lui a permis d'allier méthode traditionnelle et outillage moderne. Pour chaque motif de couleur, François-Xavier fabrique une planche qui servira à imprimer le dessin tout au long du rouleau. Le premier problème, c'est de retrouver les couleurs du papier d'origine. Les imprimeurs réalisent de nombreux essais, mais il n'y a pas de recette. Par tâtonnements successifs, ils se rapprochent de la teinte souhaitée. Ça pourrait être encore un poil rouge. Hein. Eh ben, on va remettre que du rose alors. Du rose bonbon? Du rose bonbon. D'accord. Attends, moi je vais foncer direct là. Voilà. Pour chaque commande, il faut retrouver toutes les nuances du papier. Un travail qui repose sur la connaissance des couleurs et l'expérience des mélanges. Il faut grosso modo une dizaine d'années pour vraiment comprendre une couleur. Parce qu'une couleur, il y a la couleur en elle-même, puis il y a l'éclat de cette couleur, il y a sa résonance. Il faut percevoir tout ça dans la couleur que l'on a. Il y a un regard à avoir sur les couleurs, une éducation de l'œil aux couleurs quand même qui est très important. Vas-y, fini. L'équipe doit maintenant imprimer la suite du motif. Une nouvelle planche est réalisée, mais elle comporte quelques défauts. Alors, François-Xavier se transforme en graveur. Les réglages sont très délicats. Il faut que les couleurs se superposent très précisément afin que les motifs soient lisibles. Alors, on n'est pas calé. C'est sur cet oiseau qu'il y a un décalage d'à peu près, je sais pas, 2-3 mm en fait. Voilà, donc en fait, il faut qu'on redescende le papier. Ok. Une petite seconde. C'est un peu tendu, François-Xavier ? Là, ouais, là c'est tendu, ouais, parce qu'on a plein il y a plein de choses à régler en même temps qui sont pas évidentes. Plus une manipulation qui est pas facile. Bon alors. Avec une visée laser, les imprimeurs tentent de caler la position du papier. On va remonter un peu là. Moi je bougerai pas beaucoup là, mais je vais bouger pas mal. C'est quand même pas si mal. Non, c'est très bien. Historiquement, la technique à la planche a toujours eu le statut d'impression de luxe et qui n'a jamais été égalée, quelles que soient les techniques, particulièrement avec les techniques d'aujourd'hui.
Les couleurs qu'on utilise, cette manière d'attraper la peinture à la planche et de venir la mettre avec tous ces aléas, ces accidents qu'il peut y avoir, c'est une manière vivante de faire les choses. On n'appuie pas sur un bouton et puis ça défile et voilà quoi. Il y a une vraie implication dans le travail qu'on fait et qui se ressent dans le résultat. Une exigence qui paye. À la fin de la journée, les efforts sont enfin récompensés. Là, trouver l'ancien et le moderne. Là. Hop, regarde les effets qu'on arrive à retrouver d'eau, etc. La corbeille de fruits est belle, les feuilles d'érable sont belles. On est dans le vrai, je pense, par rapport à ce qu'il était au départ. Quoi. Ouais. Après, écoute, c'est bien. Hein. Le voilà, tout beau, tout propre. Là. Le papier fidèlement reconstitué peut maintenant partir habiller les murs pour lesquels il a été imprimé. François-Xavier est en route pour l'Auvergne, où son client a voulu retrouver l'authenticité de sa maison de famille à l'Aïole. Dans cette demeure, le papier va permettre de recréer un décor du début du siècle dans ses moindres détails. Ah, tu le remets en entier. Là, je le colle en entier. Dernière finition au pinceau pour que les raccords soient parfaits. À la découverte du décor terminé, le propriétaire est ému, sentant ressurgir en lui ses souvenirs de vacances chez ses grands-parents. Quand je suis rentré dans la pièce la première fois, c'est un papier que je n'avais pas vu depuis 40 ans. Donc ça m'a fait un effet, c'était vraiment un truc sentimental, ça m'a pris le cœur. Et je ne pensais pas qu'on aurait pu vraiment reproduire quelque chose d'aussi authentique. C'est une maison qu'on a complètement refaite de A à Z. Mais on a voulu garder l'âme et donc de retrouver des éléments comme ça qui appartiennent à la maison, c'est génial. Quoi. Voilà. Et franchement, j'adore ce papier. Voilà. Je trouve que c'est tellement réussi. En plus, l'expérience de faire ça avec que des passionnés, avec François-Xavier qui fait tout à la main, c'est fabuleux. L'approche de Jean par rapport à l'artisanat d'art, c'est une approche exemplaire pour nous, parce que c'est celle qui met vraiment en valeur la qualité, la plus-value de notre travail. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait d'imprimer un papier et d'avoir un motif au mur, c'est tout l'amour du détail, etc. Et ici, tout a été fait comme ça. Si François-Xavier a su moderniser la technique d'impression à la planche, il existe en France un endroit où ce savoir-faire est conservé intact depuis le XVIIIe siècle. Direction l'Alsace, dans la région de Mulhouse. C'est ici, à Rixheim, que subsiste la dernière manufacture de papier peint traditionnelle au monde. Dans ces bâtiments, l'atelier Zuber imprime des papiers peints à la planche depuis plus de 200 ans. Et c'est à 5 mètres sous terre, dans les caves de l'atelier, que se cache le trésor de la maison. C'est ici que sont conservées précieusement plus de 30 000 planches de bois gravées à la main. Une collection unique, classée monument historique, gardée à l'abri de la lumière et de l'humidité. Khalid Ebal est chef d'atelier. Il a grandi au Maroc et est entré dans la maison il y a 20 ans comme apprenti, sans rien connaître du métier. Ça fait quand même une impression bizarre. Hein. Je ne savais pas, j'imaginais même pas que ça existait. Surtout la perfection des planches et tout ça. Et ça fait 200 ans quand même que ça existe, sans ordinateur, sans rien du tout. C'est quand même quelque chose.
La maison Zuber imprime ses papiers peints avec les mêmes planches depuis 1797. La manufacture de Rixheim est célèbre dans le monde entier pour ses extraordinaires décors panoramiques créés au XIXe siècle. Ces immenses fresques peintes sont en fait de grands paysages imprimés sur des rouleaux de papier. Les plus grands peuvent habiller 15 mètres de mur sans que jamais le même motif ne se répète. Dans l'Europe entière et jusqu'en Amérique, les bourgeois de l'époque s'entichent de ces décors. C'est la grande tendance des paysages exotiques, des histoires romanesques, des grandes découvertes et des batailles célèbres. Aujourd'hui encore, une dizaine de ces panoramiques continuent d'être fabriquées exactement comme au XIXe siècle. Pour Khalid, le premier travail consiste à classer méthodiquement les 750 planches du décor Isola Bella, imprimées en ce moment à l'atelier. Ça, par exemple, c'est un rouleau. Vous voyez? Et ce rouleau-là, par exemple, il correspond à ce lait-là. Vous voyez? Toute cette planche-là, ce tas-là, on va l'imprimer ici. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, chaque planche, elle correspond à un motif et à une couleur. Celle-là, par exemple, elle correspond à la couleur bleue et ce motif-là. Vous voyez? Ce motif et celui-là, ça c'est la feuille bleue. Et on a des picots et des marques. Vous voyez? Ces picots-là, on va les poser ici. Je la pose. Ici, l'impression se fait entièrement à la main. Chaque dessin du papier est minutieusement imprimé avec une planche unique. Pour réaliser ce panoramique, 6 mois seront nécessaires. Les gestes doivent être précis, le moindre détail compte. Il faut se mettre au-dessus, par exemple, comme ça. Là, poser, et après, il ne faut pas trembler, hein, surtout, voilà, je pose et je descends doucement, hein, pas brusquement. Et après, je viens ici et j'appuie. Hein, et on regarde si ça sort bien ou pas. Qu'est-ce qui est le plus délicat pour vous? Eh ben, c'est la concentration, il faut se concentrer pour ne pas se tromper de marque. Parce que si on se trompe de marque, tout le dessin il est décalé. Hein. Alors c'est pour ça qu'il faut être super concentré. Et le reste, ça va, c'est une technique. Et ça vient avec le temps. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5 à manier ces outils historiques. Et pour Khalid, continuer de faire vivre ce métier est un privilège. C'est un honneur pour moi parce que ça représente quand même l'histoire de France. Et c'est une fierté. C'est ça le sentiment, le premier sentiment que j'ai, c'est de la fierté. Et c'est un honneur. La fierté de s'inscrire dans une longue tradition continue aujourd'hui de faire rêver les maîtres d'art. Nous retrouvons François-Xavier Richard qui intervient régulièrement à Paris dans des monuments historiques. Aujourd'hui, il veut nous présenter un travail de reconstitution qu'il a réalisé à l'Institut Pasteur. Au cœur de ce laboratoire de recherche subsiste un lieu étonnant, l'appartement de Louis Pasteur. François-Xavier y retrouve Muriel Hillersoul, la conservatrice de ce musée. Depuis votre dernière venue donc, au musée Pasteur, hein, je dirais rien n'a changé. Surtout pas voilà, ces superbes pièces, celle-ci notamment, ça, voilà, vous savez, étant la grande salle à manger de monsieur et madame Pasteur. Oui. L'histoire de ce lieu commence il y a plus d'un siècle.
Quand Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage, la nouvelle se répand très rapidement et les malades accourent de l'Europe entière. Une souscription est alors lancée pour construire un centre de vaccination. Le succès est extraordinaire. 3 ans seulement après la découverte du vaccin, l'Institut accueille ses premiers patients. Pasteur a vécu ici les dernières années de sa vie. Et par respect pour sa mémoire, ses héritiers et l'Institut ont décidé de préserver l'atmosphère de l'endroit. Et c'est dans la bibliothèque du chercheur que François-Xavier a exercé son talent. Il a reconstitué le décor à l'identique à partir d'un petit morceau du papier d'origine vieilli par le temps. Alors quand on regarde les deux documents, évidemment, on voit qu'il y a un écart assez énorme entre le document d'origine et le papier qui est au mur. Et nous, notre travail, c'est d'aller chercher les traces de couleur qui va rester. Et pour ce faire, on va, en général, essayer d'aller la chercher sous des couches de ce qui est resté en surface. Donc nous, c'est tout un travail de recherche et de déduction à partir du document d'origine qui fait que quand on arrive à ce résultat final, évidemment, on ne peut pas garantir à 100% que c'était cette couleur sur le mur, mais qu'on a aussi tenu compte de l'évolution des pigments, des couleurs dans le temps pour trouver cette couleur d'origine qui, par ailleurs, s'harmonise également avec le plafond. D'un point de vue patrimoine, c'est merveilleux de se dire, voilà, je ferme les yeux, j'ouvre, je vois ce que voyaient Louis Pasteur et les premiers pasteuriens. Et c'est ça qui est fabuleux pour nous. Pour moi, c'est un patrimoine important. Ça a pu être très brillamment restauré, ce qui donne encore toute la valeur pour nous de cette pièce. En restaurant ces papiers peints, François-Xavier restitue un peu de l'âme de ceux qui ont habité ces décors. Je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité dans le papier peint parce que le conserver, c'est vraiment conserver aussi une part de l'intime. On est toujours un peu dans une espèce de photographie quand on est dans ces pièces anciennes avec les papiers peints dans leur jus. Et nous, cette technique nous permet de nous remettre vraiment dans ce bain-là, quoi. Mais le papier peint n'est pas seulement un décor du passé. Et François-Xavier va nous faire découvrir un autre aspect de son talent. Dans l'atelier de Tours, avec son assistante Rebecca Fézard, il prépare l'installation d'une grande fresque contemporaine dans un nouveau lieu culturel. Pour réaliser ce décor étonnant, ils ont utilisé la plupart des techniques traditionnelles du papier peint. Il y a des gaufrages avec des patines. Alors, il y a des gaufrages bruts. Donc ça, c'est un gaufrage brut, par exemple. Donc ça, c'est un papier qui a juste été gaufré sur un fond or. Donc le gaufrage, c'est en fait donner un relief au papier. On a donc la vision du relief en positif et en négatif, comme ça. Aujourd'hui, François-Xavier transmet ses techniques à Rebecca, tout juste sortie de l'école des Beaux-Arts. Avec un mélange de cire et de pigments, il l'initie aux effets de la dorure patinée par le temps. Là, regarde, tu vois, tu peux tout de suite redégager plus. Tu vois, regarde, là, tu étais un petit peu sombre, tu remets un petit jus propre, et là, hop, je vais pas insister trop fort. Voilà. Et tu vois, là, on voit que tu as beaucoup de pâté de... Voilà. Donc, tu l'étales bien sur le bord. Ça a l'air facile quand il le fait. Après, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Il faut acquérir le geste. Voilà, c'est un apprentissage. Et pour réaliser sa fresque contemporaine, François-Xavier prépare une tontisse, un papier dont les motifs de laine collée évoquent le tissu de velours. C'est une laine qu'on fait spécialement préparée pour notre travail. C'est une laine vierge qu'on fait découper comme ça en petites fibres, qu'on a lavée d'abord, puis qu'on va teindre là pour lui donner une couleur pour l'appliquer sur le papier. Avec les mêmes planches qui servent à imprimer, il applique sur le papier ce que l'on appelle le mordant,
Une colle qui va permettre de fixer la laine à l'emplacement désiré. Une fois teintée, la fibre est séchée, puis tamisée au-dessus du papier. Le geste, la manière dont je tambourine va avoir une réelle influence sur la manière dont la tontisse va prendre dans le mordant et sur la répartition de cette tontisse. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on sublime l'ornement, en fait. Et le motif, voilà, on ne triche pas. Le papier peint n'est pas un cache-misère. Il est vraiment sublimé. Et d'autant plus par ces gestes-là, en fait. Il y a un langage dans le papier peint qui est très spécifique, qui a un charme incroyable et qui, moi, m'a beaucoup séduit. Comment on rend une lumière, une ombre. C'est vrai que la tontisse joue beaucoup sur des reflets avec les lumières rasantes qui permettent de faire vraiment des choses très, très, très belles. Dernière étape, le patchwork imaginé par François Xavier va être installé ici, à Saint-Fargeau-Pont-Thierry, dans cette ancienne usine de papier peint. Fermée en 1983, elle va désormais accueillir un centre culturel. Dans le hall, la fresque est composée à partir des modèles originaux imprimés à l'usine dans les années 30. Un hommage rendu par l'architecte Philippe Prost à la plus grande manufacture de papier peint d'Île-de-France. C'est superbe. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est des papiers peints qu'à une époque, on aurait trouvé complètement ringards. Et en fait, la remise en couleur, le côté kaléidoscopique ou pixelisé, ça fait que d'un seul coup, ça devient quelque chose de magnifique et de très différent, qu'on ne regarde pas de la même manière, en fait. Moi, j'étais dans l'idée qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un dont le travail, c'est le papier peint, qui puisse s'emparer de cette surface et lui faire raconter d'une certaine manière le fait qu'on est sur le site de la plus grosse, la plus ancienne usine de papier peint en Île-de-France. Et voilà comment ça s'est fait. C'est aussi un petit peu comme ce que font certains grands couturiers qui reprennent les dessins des années 20, des années 30, et puis qui les réinterprètent, qui les réordonnancent, et du coup, ça devient une création originale. Pour François Xavier, la réalisation de ce panneau décoratif de 1000 pièces différentes était un véritable pari. Je suis enchanté du résultat. Il y a eu beaucoup de trac au départ parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. C'est vrai qu'on ne fait pas souvent ces murs en patchwork. Maintenant, c'est plus que du plaisir, là. C'est finir un travail qu'on a envisagé avec des principes et des risques au départ
qui se vérifie de manière, avec une issue plutôt positive et heureuse à la fin. À Versailles, depuis 3 siècles, les maîtres d'art se relaient en permanence au château. Tout au long de son histoire, l'ancien pavillon de chasse de Louis XIII n'a cessé d'être modifié et embelli pour devenir ce joyau d'architecture. Aujourd'hui encore, il continue d'être entretenu et restauré pour conserver intact l'esprit des artistes du XVIIe siècle. Sur les toits du château, nous retrouvons Emmanuelle Le Gouvello. Elle est accompagnée de Frédéric Didier, l'architecte en chef des monuments historiques, et de Michel Vion, l'un des meilleurs copistes de France. Les restes de l'original. Ensemble, ils font le tri des statues de la cour royale qui pourront être restaurées et celles qui seront remplacées. Oh, celui-là, c'est un original, mais très fatigué. il est très fatigué. Très fatigué, donc là je pense que c'est rentrer en réserve et copie. Parce que mine de rien, à force d'avoir fait des copies, les têtes de bélier finissent par plus ressembler. Par contre, ce qu'on a d'original, c'est Oui. ça, alors qu'on l'a nulle part. Oui. La feuille d'acanthe, là-dessus, c'est assez intéressant. Juste à côté, une autre pièce pose problème. L'état de cette statue représentant la justice interroge les 3 spécialistes. Certaines parties sont encore en bon état, d'autres, trop abîmées, doivent être remplacées. Ici, par contre, on a évidemment pas mal de problèmes parce que toute la partie basse est dans un état catastrophique. On a beaucoup de détails qui malheureusement sont très endommagés. Qu'est-ce que vous faites sur le haut? Parce qu'elle a un visage quand même qui est très érodé. Il est très érodé le visage, mais il a une jolie érosion. C'est le nez qui est un peu gênant parce que le problème c'est qu'à force on va perdre aussi ça va bientôt disparaître. Elle a plus de narines, la pauvre chérie. Cette statue, elle a perdu par l'usure du temps environ entre 1 et 5 mm de son épiderme. Nous sommes sur des œuvres sur lesquelles on remonte à peu près une fois tous les 100 ans. Donc il faut qu'on ait une restauration durable. Et en même temps, quand on se dit qu'on a en face de soi une statue qui est encore en partie originale ou même qui a des restaurations anciennes qui font partie de son histoire, gommer toute cette histoire et remplacer par une copie, même quel que soit le talent avec lequel est exécutée la copie, c'est une perte de substance originale. Donc est-ce qu'on a intérêt à faire un maintien in situ avec le risque que l'original lui-même disparaisse trop vite, ou est-ce qu'on a intérêt à faire un remplacement par la copie? On oscille perpétuellement et on regarde au coup par coup. Le principe quand même, qu'on essaye au maximum, quand on a l'impression que cette œuvre peut encore vivre dehors sans disparaître, on va la maintenir jusqu'à ce qu'on pense être la limite raisonnable de son vieillissement. Voilà. Après mûre réflexion, 3 statues et 5 pots sculptés vont faire place à des copies. Car les bâtiments et les œuvres d'art exposées en extérieur ne peuvent résister indéfiniment aux intempéries. Suite à la tempête de 1999, l'ensemble des toitures a été entièrement reconstruit. L'occasion pour Frédéric Didier de reconstituer le décor voulu par Mansart, l'architecte de Louis XIV. Une manière de nous replonger dans le fastueux Versailles du roi Soleil. Il faut comprendre que la cour de marbre, elle est conçue comme en fait un salon. C'est-à-dire qu'il y avait autrefois des sols en marbre, donc la cour de marbre, elle a un sol en marbre. Au-dessus, vous avez des tentures qui sont en général rouges, là c'est la brique. On a des collections qui sont accrochées sur les murs. Là, c'est des bustes antiques en marbre. Et puis, en général, dans les salons du grand appartement, vous avez une grosse corniche très décorée. Et puis au-dessus, vous avez une voussure dorée et enfin une peinture.
Et c'est exactement la même chose ici. Finalement, vous voyez que la corniche est très décorée avec les statues, qu'au-dessus, en fait, la voussure dorée, c'est en quelque sorte la toiture avec ses ornements dorés. Et puis, à la place de la peinture, il y a la plus belle des peintures, c'est-à-dire le ciel, le vrai ciel, au lieu d'un faux ciel peint avec des divinités. C'est maintenant l'heure du départ pour les statues qui quittent Versailles. Ok, bon, on va y aller, hein. Tout doux, hein. Elles s'envolent pour l'atelier où elles seront copiées. Ces vieilles dames seront ensuite conservées à l'abri des intempéries où elles pourront paisiblement défier le temps. Les copies seront sculptées dans la même pierre que celle de leurs ancêtres, la pierre de Saint-Leu, du nom de ce village de l'Oise, à 40 km de Paris. C'est dans ces carrières qu'il y a 3 siècles déjà, on extrayait la pierre de taille destinée à Versailles. Des centaines de blocs, parmi lesquels Emmanuel et Michel vont choisir les pierres des nouvelles statues. Donc c'est dans ce parc-là là, qu'on va penser qu'on va trouver ce qu'on cherche. Toute la roche douce est stockée là. D'accord. Pas mal là. Michel et Emmanuel sont accompagnés par Frédéric Milleville, le directeur de la carrière. Non, ça sonne pas. Il sonne mal. Ouais, il faudrait trouver une pierre qui sonne bien, quoi. Qui sonne bien? Tiens, tu peux, Frédéric, toi, tu as l'habitude, tu as l'oreille pour ce genre de choses. Ça, c'est bon, ça. Elle a un bon son, cette pierre. C'est bon, mais je pense pas. Là, on n'a pas. Là, elle est en lit. Là, elle est posée à plat. Ah, celle-là, on n'aura pas. Il sonne la pierre parce que le bruit de la pierre est important. Si elle sonne bien, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de poil. Ce que Michel redoute, c'est ce qu'on appelle le poil de la pierre. C'est une micro-fissure qui fragilise le bloc. L'eau pénètre dans cette fissure, et puis quand il gèle, ça pousse et ça éclate. Voilà. Ah, celle-ci ne sonne pas terrible. Ah, celle-là, parfaite. Elle est très tendre, cette pierre, hein, Michel? Très tendre, oui. Très tendre, puis alors un grain vraiment fin, incroyable. Magnifique. Là, vraiment, c'est bien régulier, bien homogène, quoi. Non, c'est idéal. Cette pierre me semble parfaite. Pour Emmanuel, le choix de cette pierre est déterminant pour réaliser une copie de qualité. L'objectif aujourd'hui dans la restauration et dans la restitution de statues, de copies de statues, on essaye toujours, aussi bien en statuaire qu'en sculpture qu'en taille de pierre, de repartir sur des pierres d'origine de la construction de l'édifice. La pierre est choisie, direction l'atelier. On a des colonnes d'1 mètre de diamètre à faire. Michel se lance maintenant dans la copie d'une des statues de Versailles. Comme l'original, elle est composée de 3 blocs qu'il va sculpter l'un après l'autre. 54,5, on va faire un peu plus, 54,5. Là, voyez-vous, cette ligne-là, ici, là, à ce point-là, c'est ce point ici de la pierre, en fait. Donc là, après, là, si on visualise, donc là, on est au niveau à peu près du poignet. Donc on va avoir la main, comme ça. Et puis après, on va avoir le bras qui va venir ici, comme ça, là. Voilà. Voilà, à peu près, quoi. Quelque chose comme ça. Voilà. Avec la manche par ici. Voilà. Donc là, ça devrait être par ici, avec les pièces de monnaie, là, qui vont venir là. Et ce point-là, cette chose-là, c'est le point haut de la sortie de la corne d'abondance. Donc il va se trouver par ici. Donc la corne d'abondance, on va la voir ici, là. Voilà. À 58 ans, Michel est un copiste d'exception. Année après année, il s'est forgé à tous les styles et confronté à toutes les époques, pour devenir aujourd'hui une référence unanimement reconnue. Dans son sillage, les autres sculpteurs de l'atelier. Ils sont tous des interprètes au service de l'art de la pierre.
si on veut copier un modèle parfaitement, c'est quasiment impossible. 2 sculpteurs feront 2 copies différentes, quoi. On apporte quand même quelque chose de soi-même. On y met du nôtre et de notre sensibilité, de notre tempérament. Ça me semble bien. C'est quand même satisfaisant pour soi-même de faire quelque chose qui va rester et que les gens vont pouvoir voir. C'est quand même, malgré tout, mon travail va rester, je l'espère, au moins une bonne centaine d'années. Un travail pour la postérité qui nous ramène à Versailles, où la statue de Michel va prendre sa place au bord du toit, encore en travaux. Vas-y, continue comme ça. Voilà, sur Anthony, là on est bien. Là on est bon là. Allez, poussez là, pousse. Je pousse, mais... Vas-y, attends, poussez. Michel, regarde qu'elle revienne un tout petit peu. Là on est pas mal là. On est pas mal là, je pense. Encore un peu. Doucement, il Hop, hop. Ça y est, c'est fait. C'est fait, voilà, elle est à sa place. La place à sa place. C'était pas gagné? C'est de l'ajustement. Si, c'était gagné, mais il faut vraiment la remettre pile poil à sa place, quoi. Finalement, il n'y a qu'un seul endroit où elle est bien. Donc je suis content, ça va. Reste à connaître l'avis de l'architecte Frédéric Didier. Bonjour, monsieur Didier. Bonjour, monsieur Vion. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, Voilà. ça? C'est votre dernier bébé? La femme. Il était désespéré de la quitter ce matin. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui me choque au premier abord. Je pense que la main, elle a bien ce côté potelé et puis des ongles bien marqués. Là, ça, c'est tout à fait l'esprit du 17e, avec les doigts légèrement spatulés. Ça, c'est bon. Vous avez en face de vous un sculpteur qui sait sculpter, quoi, et qui sait ce que c'est que le 17e siècle. Donc, on peut faire. Et ça pourrait être une horreur, hein, parce que c'est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît. Parce d'aucuns diraient bah, c'est jamais qu'une copie. Mais on part d'un original dégradé qu'il faut d'abord restaurer, qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter. Et ensuite, il faut, à partir de l'original complété, refaire, entre guillemets, la même chose, mais en plus, avec la vie qui doit animer ce genre de choses. Il faut vraiment le comprendre. Exactement. Et rentrer dans l'œuvre. Faut rentrer dans l'œuvre. Et quelque part s'identifier à celui qui 400 ans plus tôt, a sculpté la chose. Et ça, c'est ça le travail. C'est tout le travail de l'interprétation, en fait. C'est une plongée dans l'histoire. Voilà, il faut se replonger dans l'histoire. C'est jamais fini. Il y aura toujours des monuments qui auront besoin d'être restaurés. Je me souviendrai toujours, même je pense quand je serai très très vieille, je pourrais dire à ma fille, bah là, voilà, tu vois, on a travaillé là. C'est les sculptures de l'atelier, qui sont des copies des originaux, mais il y a quand même une histoire derrière. Il y a l'aventure humaine qu'il a fallu. Derrière ces statues, le chantier, les gens, les rencontres. Ça marque. C'était pas mal. Nous quittons à présent Versailles pour l'est de la France. À cheval entre l'Alsace et la Lorraine, le nord des Vosges. Un pays qui abrite une tradition verrière exceptionnelle qui remonte au XVe siècle. Et des ateliers qui ont attiré ici les plus grands noms de la cristallerie. C'est à Meisenthal qu'Émile Gallet a produit ses fameuses pièces Art Nouveau. Et à quelques kilomètres, l'ancienne verrerie royale de Saint-Louis continue de fondre aujourd'hui un cristal renommé mondialement.
Enfin, les ateliers de la maison Lalique, installés ici, à Wingen-sur-Moder, depuis 1919. Derrière ces murs, le savoir-faire et les secrets de fabrication se transmettent depuis près de 100 ans. Les maîtres verriers produisent ici des pièces en cristal façonnées dans des moules et finies à la main. Dans ces ateliers, souffleurs, graveurs et sculpteurs perpétuent une tradition d'exigence. La fidélité aux créations qui ont fait l'histoire de la maison et cette culture de l'excellence ont permis à Lalique de traverser le temps. Pierre Senger est sculpteur de cristal. Aujourd'hui, il transmet sa maîtrise du métier aux plus jeunes. Je vous ai préparé 2 pièces, vous voyez. Donc là, on va rentrer dans notre domaine bien spécifique. Donc on va recréer les décors qui manquent. Et puis l'autre pièce que j'ai préparée pour vous, c'est un vase Versailles. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a la couture de moule qui descend, qui continue le long du vase entièrement jusqu'en bas. Donc l'objectif, effectivement, c'est de l'enlever sur toute sa longueur. Donc il faudrait vraiment être très rigoureux sur le décor. Hein. Geoffrey et David sont en stage à la cristallerie. Depuis 5 ans, ils préparent un diplôme des métiers d'art. Ok, donc tu prends le 2 poissons, toi tu prends le vase Versailles. Ils vont s'initier à la retouche des décors pour faire disparaître les imperfections. Prends l'outil plus à plat. Essaye de joindre avec le pouce l'outil comme ça, regarde. Essaye toujours d'avoir un 3 points. Regarde, là, ce que je fais. Ouais. Tu vois? Là, si tu es comme ça, tu ne guides pas parfaitement. Parce que tu es trop à main libre. Si tu prends comme ça et tu guides comme ça te sert comme guide, en fait, l'appui. Hein? Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Hein? Il ne faut pas vouloir aller vite hein, dans notre métier. L'objectif, c'est d'être parfait. Sur ce vase Versailles, un classique des collections, David doit s'exercer au maniement d'un outil traditionnel. Donc on va utiliser notre frotte à la main, comme il y a 40 ans, et on va égaliser tout ça, tu vois? D'accord. Mais en respectant le décor qui existe, tu vois? Ouais. Un tout petit coin, là. Ça nous rappelle le temps où nous, les anciens nous ont appris, hein. C'était exactement pareil. Et les pièces étaient, surtout celle-ci, c'était la même, il y a 40 ans déjà. Et les anciens, ils étaient aussi, ils avaient un âge certain à l'époque, comme moi aujourd'hui. Et on écoutait attentivement leurs conseils et on voulait réussir. C'est ça, finalement, qui a fait qu'aujourd'hui, on est encore là. Hein. Il faut toujours aller donc d'une partie saine vers une partie retravaillée pour avoir une continuité, tu vois. Donc il faudra être patient quand même. Hein. C'est quand même une carrière qui fait un petit peu rêver. 40 ans dans une entreprise comme Lalique, c'est vrai que surtout à faire un travail aussi minutieux comme ça, à se dire que c'est grâce à lui que le décor reprend forme et se dire que c'est lui qui retravaille la pièce, c'est vraiment intéressant et ça fait un peu rêver de dire que peut-être dans 40 ans, on sera pareil, quoi. Pierre fait maintenant partie de l'histoire de la maison. Il est devenu l'un des sculpteurs les plus adroits de la cristallerie.
qui réalise les pièces uniques et sculpte à main levée les détails des statues de cristal. On voit bien quand il est avec l'outil, il a un geste super fluide, il y a la technique, il y a le geste, il y a la facilité aussi. C'est assez déconcertant quand même de voir comment c'est si simple pour lui. Là, on a le stress surtout par le fait que la pièce, elle peut casser au moindre faux mouvement. J'ai toujours une main au niveau de la pâte. Si là, j'oublie une seconde de mettre la main, ça peut être fatal. Vous sentez le cristal vibrer? Tout à fait, tout à fait. Et c'est justement ça qu'il faut quelques années jusqu'à ce qu'on perçoive ça vraiment. Hein. Donc, on le sent vibrer, on le sent vivre presque. Hein. Et ça, il faut quelques années d'expérience à percevoir ça vraiment. Hein. Ah, quand j'ai fini une pièce, moi je ressens un soulagement. C'est la fin du stress, c'est la fierté d'avoir réalisé la pièce et de ne pas avoir annoncé au chef de service que ça a mal tourné. Voilà. Cet amour du métier, Pierre le doit à une famille qui a su transformer le verre en œuvre d'art. Une histoire qui commence avec René Lalique au début du XXe siècle. Célèbre créateur du bijou, c'est aussi un visionnaire qui a choisi le verre pour exprimer son talent. Il rencontre alors un succès fulgurant et ses chefs-d'œuvre Art Nouveau, puis Art Déco, lui offrent une réputation internationale. Son fils Marc lui succède dans les années 70. Il perpétue la tradition et le style qui permettent à la cristallerie de maintenir sa notoriété. Il va bien. Ok. Oups. Retour à l'atelier, où Pierre et son collègue Éric préparent une table spectaculaire entièrement en cristal. Les deux hommes vérifient les premiers éléments du pied. Tu peux lâcher, le maintien est fait. C'est bon. Elle ne bougera plus. Elle bougera plus. Denis Mandry, le directeur de l'usine, surveille cette commande exceptionnelle. En plus de la table, 15 autres pièces doivent partir pour Londres dans quelques jours. Cette pièce fait partie d'une commande assez importante et nous devons normalement la semaine prochaine donc l'installer. Et donc on est vraiment dans les derniers instants de préparation et en espérant que rien ne casse parce qu'on travaille quand même du cristal. Donc on est un peu stressé. Il faut vraiment qu'on arrive au bout cette semaine. Et le temps presse. D'autres éléments de décor doivent encore être façonnés. Super joli. Pour les fabriquer à temps, l'atelier du verre chaud travaille sans relâche. Dans ce four, un mélange de sable et de plomb chauffé à 1300 degrés. Du cristal en fusion que ces maîtres verriers recueillent et font vivre entre leurs mains. Toute la difficulté consiste à former une boule de cristal liquide sans emprisonner de bulles d'air. Là, ils font une dernière vérification. S'il n'y aurait pas une bulle d'air en surface, qu'ils pourraient enlever ce qu'il fait maintenant, vous voyez. Donc, pour avoir vraiment un cristal pur, pratiquement à 100%. Hein. Là, il faut vraiment avoir l'œil du professionnel pour découvrir ça dans la matière en fusion et le repêcher. La matière en fusion ne comporte plus d'imperfections. L'artisan verrier peut maintenant déposer les 25 kg de cristal fondu dans le moule. Un moment décisif. Tout est question d'expérience et de coordination pour imprimer parfaitement les motifs dans la pâte. Il le laisse le motif un peu en presse, en remettant un peu de température
faut bien imprégner le motif. Hein. Mieux qu'il sera imprégné chez eux, moins on aura des retouches après à faire. Hein. Malgré toute la vigilance des artisans, de petites imperfections peuvent apparaître au démoulage. C'est alors à Pierre d'intervenir, comme ici, sur un élément de la table qui doit partir pour Londres. Voilà, vous voyez, je suis en train de corriger un défaut. Donc en fait, c'est des bulles d'air en surface. Du fait qu'on est obligé d'enlever une couche de cristal, il faut recréer donc la feuille et surtout un peu accentuer les courbes de cette feuille pour qu'elle soit vraiment naturelle. Au total, chaque pièce de la table passe entre les mains d'une vingtaine d'artisans. Au terme de la fabrication, tous les éléments sont une dernière fois contrôlés avant d'être authentifiés par la signature de la maison. Le travail est terminé, destination Londres. Nous y retrouvons Pierre et Eric. Ensemble, ils vont installer les 15 pièces de cette commande spéciale dans un grand restaurant au cœur de la ville. Magnifique de voir la vue. De là, ouais, Big Ben. Magnifique, hein. Là, t'as une vue surprenante, quoi. Un événement pour Pierre. La dernière fois qu'il a quitté l'Alsace, c'était il y a 35 ans. C'est la première fois que je vais à Londres. Hein. Ce qu'on fait là, c'est pas un voyage pour installer des pièces Lalique. C'est un rêve qu'on fait. Je pense pas que c'est la réalité. C'est magnifique. Hein. Un rêve qui les conduit d'abord au Victoria et Albert Museum, l'un des hauts lieux des arts décoratifs, pour y découvrir une collection de cristal exceptionnelle. Et c'est taillé dans la masse, hein. C'est incroyable. Regarde le couvercle et tout, hein, regarde. Ouais, ciselé jusque dans le bouton. Bon, regarde voir la gravure qu'il y a là-dessus. Ces œuvres d'art représentent pour Pierre et Eric les témoignages d'un savoir-faire oublié. Quand je vois le travail de l'époque, les techniques, la finesse du travail, c'est phénoménal. Hein. C'est phénoménal avec les outils de l'époque. Hein. Aujourd'hui, même aujourd'hui, avec nos outils actuels, pour faire un travail aussi fin, il faudrait être fort. Hein. Ils ont passé des semaines et des semaines dessus. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. T'imagines le boulot que c'est pour faire un décor comme ça? Ça, c'est des techniques qui ont carrément disparu, qui n'existent plus aujourd'hui. Hein. Et puis là, regarde la coupe là, avec les dorures. Hein. C'est maintenant l'heure pour eux de rejoindre le restaurant afin d'installer leur création. Moi, ce qui m'inquiète un peu, je suis dans un pays que je comprends pas très trop mot. Hein. Bah, ça, alors, ça tu kiffes. Tu kiffes vite. Tu vois, on est dans un quartier riche, occupé. Ça commence à sentir le travail. Est-ce qu'on serait arrivé par hasard? Ah bah oui, ah bah oui. Eric et Pierre ont rendez-vous avec les livreurs qui les attendent pour déballer la fameuse table. Donc dans cette boîte, il y a la pièce qui, en fait, la dalle de la table chaîne. Donc il y a les deux pieds qui vont être montés séparément. Et une fois que les deux pieds seront montés,
on va mettre au-dessus cette fameuse dalle. Hein. C'est une pièce très lourde et très grande. Hein. Donc là, elle fait plus de 3 mètres sur 1,20 m de large. Et c'est un poids très très lourd. Hein. Il faut faire attention à la manutention. Hein. Go. Le plateau de 250 kg doit être acheminé dans une salle à manger du premier étage. Les transporteurs traversent la grande salle du restaurant et slaloment dangereusement entre les tables. Pierre est inquiet. Eric, tu ferais peut-être mieux de prendre les ventouses, non? Ça irait mieux. Non, vaut mieux la laisser droite. Chaque pas est délicat. Il faut veiller à ne rien casser au beau milieu de la décoration soignée de ce lieu exceptionnel. Nous sommes dans un des restaurants les plus prisés de Londres. Il est installé dans une ancienne église bâtie au début du 19e siècle. Dans les couloirs étroits, la longue table est difficile à manœuvrer. Chaque mouvement est savamment dosé. Le moindre bruit suspect éveille la crainte d'une rayure fatale. Finalement, après une demi-heure d'efforts et de concentration, la grande dalle de verre arrive à destination. Ouh là là. Eric et Pierre inspectent minutieusement chaque centimètre afin d'être tout à fait rassurés. Ça va? Ah oui, non, ça part. Non, c'est bon. Okay. C'était assez serré hein, quand même. Il suffisait qu'on casse la dalle, qu'elle reste coincée, qu'on la casse et on aurait été bien embêtés, quoi. Vous aviez l'air plus inquiet que... Oui, parce que le moindre choc, on aurait pu choquer dans la plate en métal, on risquait de la casser en deux ou de la fissurer et là on était plus embêtés que ça. Mais ça va, le soulagement elle est là, elle est en haut maintenant. Donc c'est fait. Bon, bah, on s'y met. On jette les vestes. On jette les vestes et on s'y met. Hop. C'est parti. Il faut maintenant tout installer. La table, mais aussi les miroirs et les 10 luminaires qui complètent l'ensemble. Voilà, on est bon. Tu maintiens? Vas-y, Pierre. L'assemblage des 24 éléments de la grande table est millimétré. Il requiert toute l'expérience des spécialistes. L'équilibre et la stabilité de l'ensemble reposent sur le bon positionnement de chaque pièce et la pression de quelques vis. On la tient comme ça, ouais, Pierre. ouais, Attention, je remets la tension. Voilà. Tu peux lâcher. On peut encore venir. Pareil, hein. On la met dans le rail et on coulisse un peu. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit en haut? 1 centimètre à peu près. Tu laisses en haut. Ouais. Alors, Pierre. Attends, Pierre, attends, on a été un peu vite. Voilà. Voilà. Et maintenant, on touche plus avec les doigts. Et on touche plus. C'est presque une caresse, ça. C'est une caresse. C'est l'aspect... à tailleur ou à graveur dira toujours on a plus le doigt que la vue. Et même Pierre le confirmera, on a toujours l'habitude de toucher ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, là, votre caresse? Eh ben, si on peut détecter, par exemple, un pli qui serait resté dans un décor qu'on n'aurait pas vu à l'œil, qu'avec le doigt, on sera sûr qu'on va le toucher. Mais bon, ça vient, c'est une maîtrise qui vient avec les années d'expérience. Hein. Mais c'est vrai que des fois, l'œil nous cache un défaut que la main le verra plus facilement. Et là, précisément sur cette pièce-là, qu'est-ce que ça vous dit? Ça dit qu'elle est parfaite. On arrive à avoir un aspect parfait. On est arrivé à une perfection, pratiquement. Un assemblage assez parfait. Si je vous dis, il faut des hommes forts. C'est pas exagéré. C'est le moment critique. On vient vers moi. Vous êtes bien là-bas? Nous, on est plutôt bien. On peut y aller. Avec le petit doucement, doucement. Descendez à droite. Si une pièce est légèrement en porte-à-faux, l'ensemble de la table peut s'effondrer.
C'est bon. C'est parfait. Là, faut le nettoyer, hein. Encore quelques ajustements et la salle à manger sera bientôt dévoilée au propriétaire des lieux, le grand chef suisse Anton Mossimann. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Monsieur Mossimann? Oh, comment? Bonjour, monsieur Mossimann. Félicitations, c'est vraiment spécial, hein? Et c'est... Oh là là. Les clients, ils aiment quelque chose de différent. Et puis ça, c'est magnifique. C'est vraiment très, très spécial. On est très contents pour avoir la ligue chez nous, dans la maison. Là, on arrive dans le sommet de l'art, là. Quand on voit le résultat final, c'est vrai qu'on a une satisfaction personnelle d'avoir accompli quelque chose de passionnant, quoi, et de merveilleux. Et pour célébrer cette réussite, Pierre et Éric ont même droit aux honneurs de l'une des plus belles tables de Londres. Quelques semaines plus tard, un événement exceptionnel se prépare à Wingen-sur-Moder. L'ouverture d'un nouveau musée national, le musée Lalique. Un hommage à la dynastie des artistes du cristal. Nous retrouvons Pierre. Attention sur les côtés. Avec les anciens de la maison, il s'active autour de l'armature d'un lustre qui doit être installé dans le hall d'entrée du musée. Sous le crochet. Ouais, sous le crochet. Là, on est bon. Il s'agit d'une œuvre exceptionnelle, créée par Marc Lalique en 1951. Il dormait depuis 60 ans en pièces détachées dans les caves du musée des Arts décoratifs à Paris. 4, 2, 6, 2, L4. Au sol, un gigantesque puzzle de 337 cristaux. Un véritable casse-tête à remettre en place. Tu dois pas aller loin. I, c'est là. H-I. I, là. C'est le prochain. Donc ça, c'est I. Bon, on a I là. Et voilà, I là-haut. I. Voilà. 2 ans de restauration ont été nécessaires pour retailler les 60 pièces cassées. Il faut donc redoubler de prudence pour fixer les blocs dans leurs emplacements. Ouvre de ce côté, et puis on la dépasse un peu. C'est bon, surtout éviter de mettre la pression sur le cristal. Hein. Bon, là, pour moi, celle-là, je suis peut-être pas assez à fond. Un petit serrage de trop et ça éclate. Et alors? Il faut refaire une pièce. Faut refaire la pièce, malheureusement. On n'a pas le choix. Dans les trous, il y a une petite... Ça se colle pas, ça ne se rafistole pas. C'est un peu l'aboutissement, si on veut, d'une carrière. C'est l'aboutissement d'un travail qu'on a commencé tout au début. Puis c'était une chose intéressante à mener. C'est vrai que dans ma carrière du cristallier, je n'avais jamais eu affaire à une pièce aussi grande que ça. Et c'était très intéressant de la reconstituer, en fait. Puisque là, j'ai fini ma carrière avec ça. Et j'en suis fier. Là, on est dedans, et de ce côté-ci. Mais pour finir le lustre, il manque encore une pièce très particulière. Et c'est Pierre qui est chargé de la recréer. Et pour cela, il faut retourner aux ateliers. Cette fois-ci, il s'agit d'une pièce soufflée. Il y a une pièce qui manque, presque la pièce maîtresse, qui ferme le bas du lustre. Donc c'est une demi-boule. Et là, il faut que je fasse fabriquer d'abord une boule entière pour que je puisse en découper la moitié, après resculpter le décor qui manque. Jean-Pierre Dörflinger est souffleur de verre.
Pour réaliser cette sphère régulière aux dimensions précises, il n'a recours à aucun outil de mesure moderne. Encore. C'est bon. C'est avec mon souffle que j'ai déjà donné la répartition du verre, l'épaisseur de la boule, avec l'air que j'ai mis en place. Là. Et par ce biais-là, la boule restera ronde. Le fait de couper derrière et le fait que Norbert me souffle en même temps, me mette de l'air dedans, voilà, elle reste ronde. C'est bon, Norbert. Et ça, c'est du journal à papier mouillé. Et avec ça, vous pouvez encore une fois redonner un petit peu de rondeur à la boule. Là, tu dois être presque bon, Jean-Pierre. Ouais. Hein? Il manque peut-être 1 millimètre encore. Ouais, mais ça doit presque être ça. Hein? Le repasser, Norbert. Et voilà. OK. Après quelques heures de refroidissement, la demi-sphère est prête à être taillée. Comme son prédécesseur il y a 60 ans, Pierre sculpte à main levée le dessin imaginé par Charles Lalique pour le cabochon du lustre. L'apprenti d'hier est devenu un maître d'art accompli. En fait, il faut que je vous avoue que là, j'ai 41 années de maison. C'est pratiquement une vie de travail, mais je n'ai pas vu passer cette vie. Je crois que c'était hier que j'ai commencé ici. Et là, à travers ces pièces-là, je retrace dans ma tête un peu toutes les magnifiques pièces que j'ai eu l'honneur d'exécuter pour la marque. Et c'est des souvenirs quand même forts et formidables. Au musée, l'heure de l'inauguration approche. Plus de 100 ans de création Lalique sont enfin rassemblés dans ce musée national au cœur du pays verrier des Vosges. Et c'est à Pierre que revient la pose de la touche finale. Moi, je trouve que c'est très beau d'avoir démarré quasiment de rien et d'arriver aujourd'hui au stade où je suis, c'est magnifique. J'aurais jamais cru que j'allais un jour être, on peut le dire presque, un des meilleurs de la maison, quoi. Et ça, c'est très, très beau et très fort. Cent ans après René Lalique, l'illustre maison de Wingen et ses maîtres d'art continuent de faire rêver.